nouvel épisode de Nino on Air sur YouTube. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien, que yéen a ngi ci jàmm ak salaam. Encore merci pour toutes les vues, tous les commentaires, toutes les suggestions dont vous faites, comment on dit ça en français, dont vous faites part à moi. Hein? Voilà, xam naa ni mélangé naa un peu mes grawul. En tout cas, ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et ça me fait moi plaisir de m'asseoir et de parler de livres. Parce que oui, je n'en ai pas l'air comme ça, mais ça m'intéresse les livres. Man damay lire. Ñun dootuñu lire, ñun ay Wattpad la ñuy lire ak ay chroniques. Mais il y a encore des gens debout qu'il nous faut aimer les livres. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce livre, La parole aux négresses, avec celle qui a fait la préface pour la réédition de ce livre, La parole aux négresses de Awa Thiam. J'ai lu la préface, j'ai dit qui moo ko yor. J'ai dit qui, il faut que ñu waxtaan ak moom. J'ai dit qui mooy jigéen. Bien sûr, aujourd'hui, vous allez faire un tonnerre d'applaudissements pour Ndeye Fatou Kane. Tu l'aimes, ouais, équipe bi tu l'aimes. Ah, Ndeye Fatou. Merci beaucoup, ça va. Je suis très contente d'être en conversation avec toi. Moi aussi. Et merci pour le dynamisme. Ah Vraiment, non. on a besoin de ça. On a Ouais. besoin de femmes, de jeunes femmes qui sont dans les médias et qui s'expriment parce qu'il faut qu'on pense, on a nos petites sœurs qui sont derrière et qui nous regardent. Oui. Donc je suis très contente d'être là pour parler de la parole aux négresses avec toi. Franchement, ça me fait plaisir parce que moi, encore, je remercie Ken Aïcha qui a fait ce... Et toute l'équipe de Saraba. Voilà, toute l'équipe de Saraba qui ont fait ce link-up. Et moi, j'ai commencé le livre peut-être il y a un mois. Donc, je suis allée m'asseoir dans un café. Mais il y a eu romantique, je vais me prendre un petit cappuccino là. Je vais commencer. Donc, je prends la préface, je commence à lire. Mais plus mes lire, plus mes lire. Mais. Après, et à un moment, j'avais mal au cœur. Et à un moment, j'ai dit, mais elle a dit la vérité. En fait, on passe partout avec ta préface. Comment, déjà, et surtout moi, ce qui me turlupinait, c'est des fois, tu n'as que le toc, s'asseoir et puis une préface. Comment, dans quel mood tu étais? Alors, je comprends ton émotion. Hein, ça me rappelle moi aussi les émotions qui m'ont traversée quand j'ai commencé à connaître le travail de Awa Thiam. Il y a 6 ans. Tu vois, tu passes de la joie à l'énervement et à la tristesse. Tu te dis, comment est-ce qu'un livre comme ça peut être aussi actuel? Je découvre Awa Thiam en 2016. Il y a 8 ans, lorsque j'étais dans le processus de l'écriture de mon essai Vous avez dit féministe. Et 2016 est une année importante dans les féminismes dans le monde entier. Parce que c'est à cette époque qu'on parle de MeToo à Hollywood avec le producteur Harvey Weinstein qui a violé beaucoup de femmes et Balance ton porc en Europe, en France. Et moi, j'étais au Sénégal à ce moment-là et je me disais, mais où sont les Sénégalaises dans ce concert mondial de plaintes? Alors qu'on sait que les violences sexuelles sont une réalité ici. Donc, je décide d'écrire mon essai Vous avez dit féministe qui sort en 2018. J'avais déjà ciblé les femmes dont je voulais parler. Simone de Beauvoir, Chimamanda Adichie, naturellement Mariam Abba. Et j'ai une amie qui me dit, mais il faudrait que tu lises Awa Thiam. Donc, je me dis, mais en 30 ans d'existence, je n'avais jamais entendu parler d'Awa Thiam. Et c'est là que je découvre La parole aux négresses et c'est un coup de cœur. Et depuis lors, ce livre me suit. Donc, je comprends parfaitement les émotions dont tu parles parce que je me dis qu'un travail aussi pionnier en Afrique. Aujourd'hui, dans les années 70, oui, ça. 1978. Et aujourd'hui, quand on nous dit la critique que le féminisme est une idéologie venue d'ailleurs, et je me dis, mais déjà, une femme avait réfléchi sur ça, sur nous-mêmes. Et lorsque Souleymane m'a proposé d'écrire la préface, parce que j'avais écrit des textes sur Awa Thiam dans un contexte de recherche, et un texte particulièrement qui avait beaucoup circulé, et c'est ce qu'il avait lu. Et il me dit, mais j'ai lu ce texte-là et j'aimerais que tu écrives la préface. Je lui dis, mais bien sûr, tout de suite là. Mais pour revenir à ta question, c'est l'un des textes les plus difficiles qui m'a été donné d'écrire. Mais raconte. Parce que je voulais déjà que tout le monde sache que je connaissais le travail d'Awa Thiam. Je voulais lui rendre hommage. Je voulais que ce texte soit parfait. J'ai mis 3 mois à l'écrire. 3 mois pour une dizaine de pages, c'est énorme. Mais surtout, ce que je gardais à l'esprit avec Souleymane lorsqu'on en a parlé, il me disait, il faut que la préface soit un texte dans le texte. Que qu'une personne qui ne connaît rien au féminisme, que ce soit homme ou femme, lorsqu'il lit le texte de la préface, qu'il ait envie d'en savoir plus. Donc c'était vraiment ça l'objectif. Donc c'est avec cette pression-là que j'ai mis du temps à écrire la préface. Donc je suis contente qu'il t'ait plu, que tu aies envie d'aller et de découvrir le texte, parce que c'est véritablement l'important, c'est le texte d'Awa Thiam. En fait, tu sais, en termes de cinéma, ta préface, c'est une bande-annonce.
C'est la bande-annonce. Non, c'est la bande-annonce du film. Parce que le film, c'est le livre. Parce qu'après, quand on va dans le livre de Awa Thiam et qu'on voit les témoignages, surtout les témoignages, par exemple, de Medina m'a touchée. Medina, je crois que Yacine aussi, c'est l'un des plus importants qui touche tout le monde. Et tu sais, tu le dis dans ta préface, tu dis... c'est triste que ce soit des faits actuels, que ce soit... Et c'est vrai, c'est comme l'immigration. On se rend compte que les femmes, ce qu'elles vivent en Afrique, et tu le dis, nous, si on doit être féministe basé sur notre genre, notre race, notre condition sociale, notre classe sociale, mais tu le... Et tu fais la comparaison, mais pas comparaison, genre pour dire, nous aussi on est là, mais pour dire... Ok, les Européennes, les Américaines, vous êtes féministes, mais savez-vous ce qu'est être féministe en Afrique? Et j'ai beaucoup aimé cette façon que tu as eue de nous dire on est féministe en Afrique depuis très longtemps. Tu parles de Mariam Abba. Mariam Abba, là, il y a eu un article dans le New York Times. Oui. Ils viennent de découvrir, les Américains viennent de découvrir Mariam Abba. Pour quelqu'un comme toi, quand tu entends ça... Moi, quand j'ai lu ça, je me dis, mais c'est très bien. Mais après, c'est triste, quoi, que tu vois, 40 ans après, qu'on découvre le travail de cette femme pionnière en Afrique, au-delà même du Sénégal. Et tu vois, pour revenir à la parole aux négresses, ce livre est une triste actualité. Parce que je me rappelle quand j'écrivais la préface, il y avait une actualité en Gambie, je pense que j'en parle, lorsque des imams voulaient abroger la loi contre les mutilations génitales. Il y a eu un gros tollé. Et au Sénégal aussi, il y avait une actualité sociopolitique. Et je me dis, tout ça, dans le contexte de la réédition, qu'est-ce que ça a dit? La condition des femmes, en 46 ans, on n'a pas bougé. Mais après, tu te rends compte que tu es un peu contente parce que tu te dis, cette lutte est une lutte au long cours. Et ce qui est important, c'est la postérité. Qu'est-ce que la postérité en retiendra? Nous ne sommes pas des contemporains de Awa Thiam, on pourrait être ses petites filles. Mais nous sommes là en train de parler de son livre, de ses écrits. Et c'est bien de le replacer dans le contexte de la parution, 18 ans après les indépendances, où tout était à faire. On parle beaucoup des porteurs de pancartes, des revendicateurs de l'indépendance. Et Diabou Bessane a fait un super film, Les Mamans des indépendances, où elle rend hommage à des femmes qui ont été invisibilisées des luttes politiques sénégalaises. Donc on se rend compte que ce soit dans les années 60 à 2024, il faut toujours que les femmes revendiquent leur droit de faire partie de la société. Alors nous sommes une part importante. On nous caricature en nous appelant le sexe faible. Mais je crois que les femmes sont le sexe fort, parce que c'est elles qui tiennent vraiment les sociétés. C'est ça qui me fait... C'est quand j'ai lu, j'ai dit déjà ta préface, plus le livre. J'ai dit le sexe faible dont on parle. Qui est le sexe faible? Nous, le fameux sexe faible. Le sexe faible qui donne vie. Le sexe faible qui maintient la famille. Le sexe faible qui se bat dehors. Le sexe faible qui se lève à 4 heures du matin pour aller vendre du poisson et nourrir ses enfants. D'où vient cette expression, le sexe faible? Je dirais de la société, parce que les femmes, quelles que soient leurs actions, comme on l'a dit, elles sont invisibilisées, elles ne sont pas mises en avant, mais le sexe dit fort, c'est lui qui nous prend toute la place. C'est pourquoi je dis que les dominants, que sont les hommes, n'ont pas vocation à ce que les femmes se réveillent. Que ce soit dans la religion, dans la politique, dans beaucoup d'autres sphères, la liberté, on n'attend pas qu'ils nous la donnent. On n'a qu'à l'arracher. Que ce soit dans l'écriture, dans quelques domaines que l'on puisse être. N'attendons pas qu'on nous donne des petites parcelles de pouvoir. Je me rappelle lorsque la première équipe gouvernementale a été formée, il y a eu toute une actualité. Oui, il faut que les femmes, elles ne sont pas compétentes, il faut que c'est une question de compétence, pas une question de genre. Et je me dis, c'est là que tout se situe. Qu'est-ce que ça veut dire indirectement que les femmes sénégalaises ne sont pas compétentes? Donc c'est un problème, ça. Alors que les femmes sénégalaises sont brillantes partout. Déjà dans ton domaine, l'écriture, mais en tout, quoi, même à l'école. Tu le vois tout de suite. Les filles sont les meilleures. Les filles sont toujours les premières. Et ça, moi je me souviens quand j'étais à l'école, il y avait toujours des gars qui étaient frustrés. Ouais, mais jungle. En fait, c'est quelque chose... Que les filles soient les premières de la classe. Voilà. Et au-delà du fait que, bon, toi, tu es une féministe. Mais j'aimerais que tu... Pour les gens qui nous regardent, que tu te réappropries ce mot. Parce qu'on entend féministe radical, genre. Les gens te disent, c'est tendance, c'est trendy, est-ce que ça va partir? Mais j'aimerais vraiment que tu te réappropries ce mot et que tu nous expliques, les Fatou. Pour la petite qui regarde à Guédiawaye, qui voit sur TFM, féministe, à la radio, qui entend, j'aimerais que tu lui expliques, c'est quoi une féministe? Alors, le féminisme, tout simplement, c'est une idéologie politique déjà, qui dit que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Juste ça. Ce n'est pas une guerre contre les hommes. Voilà. On n'est pas dans un espace où on se fait la guerre, mais c'est juste une question de droit.
les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes dans une société, tout simplement. Mais après, moi aussi, j'étais comme ça. Quand j'étais plus petite, je voyais certaines féministes comme Marie-Angélique Savané, comme Fatou Sow, comme Fatou Sow Sarr, qui avaient un certain âge et qui faisaient partie d'une certaine classe sociale. Parce que je crois que la critique qui a été faite aux féministes, et encore aujourd'hui, c'est qu'elles sont élitistes, qu'elles parlent français, qu'elles vivent dans les zones urbaines, et que les femmes au fin fond du Sénégal, au Sine Saloum, en Casamance, elles sont oubliées un peu de la lutte féministe. Et je dis qu'aujourd'hui, depuis quelques années, la jeune génération féministe, ma génération, est en pleine réappropriation de ce terme. Et on nous montre en fait que tout part d'ici. Il y a le réseau des féministes du Sénégal, il y a le collectif des féministes du Sénégal, il y a l'AJS, l'association des juristes du Sénégal, qui accompagne les victimes de violences sexuelles et qui va avec leur système de boutique de droit. Quand une femme est victime de violences conjugales, elle les accompagne pour pouvoir un accompagnement juridique. Parce qu'on se rend compte en fait que tout est fait pour bloquer les femmes dans leurs revendications, que ce soit pour aller porter plainte, en fait tout simple. Tu vois, toutes les personnes que tu vas recevoir, vous allez prendre tellement de violence qu'elles vont reculer. Donc les féminismes, c'est tout ça en fait. Et moi, j'ai envie qu'on prenne les féminismes dans leur pluralité, parce qu'il y a autant de femmes que de féminismes. Moi, je peux dire que je suis une féministe radicale, que mon domaine, c'est l'écriture, parce que je me dis qu'avec l'écriture, on transmet. Aouta nous a fait un cadeau, parce que moi, je pense que la parole aux négresses est un cadeau. Elle nous a légué beaucoup de choses, donc moi, je me dis qu'avec l'écriture, on peut faire beaucoup de choses. Je vais citer mon amie Warkha, Fatou Warkha Sam, avec Warkha TV, qui est notre télé. Moi, je dis que c'est notre télé féministe et qui transmet beaucoup en Wolof, et qui va parmi les couches les plus, qui descend le niveau en fait, qui va parmi les couches les plus défavorisées, oubliées, pour leur dire qu'il y a des bok. Wow. Tu sais, dans le cadre du Sénégal, on a tendance à digérer quand elles se regroupent, qu'on dise bon, le digène là, elles vont se disputer, elles se font tout le temps la guerre, les filles c'est les ennemis des filles, les femmes c'est les ennemis des femmes. Quand tu entends ça et que on se rend compte qu'on est dans un pays où quand même l'homme a son mot à dire, une femme par exemple ne peut pas voyager sans son enfant, où on te dit tu peux pas sortir tard la nuit parce qu'on va te traiter que tu es une fille de mœurs déjà, alors que ton frère tu le vois faire toutes les bêtises. Quand tu entends ça, et on est dans le cadre du Sénégal, quand tu vois ça, ton combat le plus dur, c'est quoi? C'est éduquer l'homme ou montrer à la petite fille ses possibilités? Alors moi, je dis que éduquer les hommes, non, parce que la pédagogie déjà prend beaucoup trop d'énergie. C'est comme si aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'on dit oui, mais en fait, c'est quoi le féminisme? Je me dis non. Toi, tu me poses cette question, je te répondrai. Parce que j'ai envie que tu rejoignes la cause, parce que tu es une femme et que ça devrait t'intéresser. Que tout le monde devrait être féministe. Mais un homme qui me pose cette question aujourd'hui, je lui dirais, mais Google, ça prend 12 secondes, quoi. Va sur Google. On écrit des livres, on théorise pour qu'ils soient lus. Donc, je ne t'éduquerai pas. Tout part de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, si tu fais une observation toute simple dans les maisons, les garçons, les petits garçons, ils font leur vie. Ils vont à football, mais alors que les filles sont éduquées pour tenir une maison, pour apprendre la cuisine, pour maîtriser les tâches domestiques. Et les parents, des fois, ils ne se rendent pas compte, en fait, de comment déjà, dès le bas âge, les filles sont défavorisées. Et moi, je dis que tout est la faute du patriarcat. Le patriarcat, c'est une entité qui est au-dessus de nos têtes, qui nous refuse nos droits. Oui, tout est de la faute du patriarcat. Et c'est quoi le patriarcat? C'est les Serigne Dara, c'est les Serigne Tariqa, c'est le président de la République. Je sais que je ne me ferai pas d'amis en disant ça, mais je pense que toute cette composante-là, c'est ça le patriarcat. Sortir aujourd'hui jusqu'à 2h du matin toute seule, je dis non, un homme, il ne sortirait pas en ayant l'esprit qui peut se faire agresser. Aujourd'hui, une femme seule à 2h du matin, tu stresses parce que tu dis c'est ma localisation pour dire que je suis là. Tu vois, tous ces faits simples-là montrent que le patriarcat, il est là, il nous tient. Et pour parler de sororité, je pense que l'une des meilleures réussites du patriarcat, c'est qu'il nous montre que les femmes ne peuvent pas être solidaires. Et tout le monde se dit, mais madame, je préfère avoir des amis garçons. Et je dis, mais pourquoi? Parce que les filles sont problématiques. Et je dis, mais pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes en groupe, nous sommes en réseau, on se rend compte qu'ensemble, on est plus efficace. Mais on nous a tellement inoculés qu'une femme est une menace contre une autre femme, alors que non, ensemble, nous pouvons faire bouger les lignes. Quand tu entends ça, une femme qui te dit « moi, je préfère avoir des amis garçons », est-ce que c'est un red flag pour toi où tu te dis « elle a raté quelque chose » ? Moi, je pense qu'elle a raté quelque chose. Ou sinon qu'elle est telle... Il y a certaines femmes, je dirais qu'elles sont les meilleures alliées du patriarcat. Parce que inconsciemment, elles répètent les mêmes discours. Elles sont dans les mêmes postures qu'un homme aurait. Souvent, les hommes, ils critiquent, franchement, ça parle trop, il n'y a rien qui sort. Je dis non.
moi, je prône, hein, parce que dans toutes les activités féministes qu'on a eues, il y a des activités en non-mixité. Et tu te rends compte que quand on est toute seule entre femmes, il y a des solutions qui sortent. Alors, Sam l'a expérimenté avec des femmes guinéennes. Oui. Elles sont en non-mixité. Elles parlent d'elles-mêmes et que tu te rends compte quand un homme investit cet espace, comment l'énergie change. Ouais. Donc, on a intérêt à nous regrouper, à être entre nous. Ce que tu dis est vrai parce que dans le livre, en fait, il y a un moment où elle fait comme une espèce de panel avec les hommes et les femmes. De parole, les hommes parlent, ils te parlent de polygamie, ils te parlent de tout. Les femmes, on leur pose, et les filles, et les femmes qui sont là, on leur dit, qu'est-ce que vous en pensez? On insiste pour tirer des mots de ces femmes-là. Elles te disent, elles se regardent, elles n'osent pas parler. Hein. Elles n'osent pas parler. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ça, c'était dans les années 70. Aujourd'hui encore. C'est beaucoup moins... mais on a encore des femmes qui ne veulent pas parler sans l'accord de leur mari, sans l'accord de leur papa. Et quand elles t'entendent et qu'elles te disent, mais comment je vais faire pour arriver à être comme Ndeye Fatou? Comment je peux arriver à vivre ma vie? Est-ce que ça fait de moi une personne qui va être européenne? Et on revient à ce féminisme africain. Comment tu arrives à intégrer la culture avec le fait de s'affirmer en tant que femme? Mais moi, je pense qu'en fait, souvent, il faut revenir au féminisme à l'africaine, à nos valeurs. Je dis, mais quelles valeurs? Les sociétés n'ont pas vocation à être statiques. Le Sénégal de 1970 n'est pas le même que le Sénégal de 2024. Les valeurs dont on nous bassine, les traditions, pour moi, il faut juste prendre qu'est-ce qui nous arrange dans ces traditions et qu'est-ce qui ne nous arrange pas. Souvent, les gens disent, oui, bul gen heure bi baaxul wala bul def li ma ne leen lu tax. Comme le Salim Cheikh que j'aime beaucoup, Al Maktoum, qui est vraiment pour moi la définition de l'homme allié des femmes. J'aime beaucoup cette phrase-là. Parce que on n'est pas capable de te l'expliquer. Où c'est écrit, où c'est la religion chumée, il y a une transcription du Coran. Allez, dites-moi, je vais aller voir ban surat, la ban verset là, pour que je puisse savoir pourquoi c'est proscrit, pourquoi c'est interdit. Mais on n'est pas capable de te le dire. Donc moi, quand j'entends revenir à nos valeurs, je dis, mais Madame Savané, sénégalaise, fille de Awa Thiam, sénégalaise, Fatou Sow, sénégalaise. Donc, ayez le réflexe d'aller regarder, ayez le réflexe d'être curieux. Parce que souvent, je dis aux hommes, si vous faites un match Barça ou le Real, xam nga ban heure lay jall, xam nga foo koy cette année. Donc, pourquoi est-ce que tu me poses des questions aussi basiques? Donc, moi, je n'ai pas d'énergie à te donner pour y répondre. Non, mais tu as raison. Et justement, j'aimerais juste... En parlant de ta préface, parce que regardez, je lisais, je faisais « Ah non, je disais, ma mère me disait « Tu vas être fatiguée. Hein. » Non, mais il y a un passage que j'aime qui explique tout. Et ça se trouve à la page 11, quand vous le verrez, où Ndeye Fatou, elle explique l'intersectionnalité des combats des femmes. Parce que vous savez que Jigen, vous décidez de combattre, elle va combattre pour tout le monde, même les arbres. Elle va combattre pour... Malheureusement, je ne sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais nous, on ne peut pas laisser passer certaines choses. Presque, on ne peut rien laisser passer. Et tu disais là, les origines de l'intersectionnalité nous sont présentées lors de ce séminaire par le biais de Kimberly Crenshaw, qui est une universitaire afro-américaine, qui popularisa et ancra ce concept en 1989, en établissant les parallèles entre le sexisme et le racisme subis par les afro-américaines et leur position marginale dans la société. Dont d'autres noms, il sera associé comme Angela Davis, on la connaît. Moi, quand j'ai lu, par exemple, ce passage, je me suis rendu compte que les Angela Davis, les Maya Angelou, toutes ces personnes, ces icônes, se sont battues contre le racisme, contre l'homophobie, contre le féminisme. Il y a beaucoup de choses. Même les féminicides aussi. Quand une personne lit ça de toi et se dit, on est en 2024, on a des Fatou Kane, on a Balance ton port et tout. La lutte n'a pas progressé. Après, tu te dis, tu peux être triste et puis tu te dis, mais on en est encore là. Mais après, tu te dis que, comme tu le disais, c'est pas pour nous qu'on le fait. C'est pour la postérité. Parce qu'une femme, aujourd'hui, je ne peux pas dire, oui, mais cette décision, c'est pour moi-même, les autres. Non, tu te bats contre tout un système. Et il y va de nos vies, ce n'est pas seulement pour nous qu'on le fait. Peut-être qu'on ne sera pas là dans une société utopique où le féminisme n'existerait plus, et c'est ce qu'on veut. Peut-être qu'on ne sera pas là pour récolter les fruits. Et pour revenir à l'intersectionnalité, et pour présenter ce concept vite fait, c'est une théorie juridique à la base, parce qu'il y avait une jeune afro-américaine qui était en procès contre General Motors aux États-Unis, et dans le procès, on ne prenait pas en compte sa condition de femme noire. Elle a perdu le procès. Et c'est là que Kimberly Crenshaw a théorisé le concept pour dire que les femmes noires
noires américaines sont à l'intersection de plusieurs oppressions. Et 11 ans avant, Awacham a publié La parole aux négresses. C'est pourquoi je me disais, mais c'est pas normal que l'on oublie Awacham. Et je me dis, peut-être que si elle était anglophone, si elle était une américaine, elle serait plus connue, tu vois. Mais là, c'est une Sénégalaise, c'est une francophone. Donc, ce qui fait qu'elle a été oubliée, en fait. C'est ça. De tout ça, de toutes ces revendications-là. D'où ta participation qui est très importante, parce que c'est comme si tu redonnais une impulsion encore. C'est comme si, en fait, tu disais, Awa Baba, non, tu es là. Tout ce que tu as fait, faut tout pas ce que qu'on tu as t'oublie, écrit. en fait. Et on parle de réédition. Le livre était où? Parce que quand on dit rééditer, voilà. Ça veut dire que le livre avait un peu disparu. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme, il a été édité pour la première fois aux éditions de Noël à Paris. Et je me rappelle à l'époque, avec les copines, on avait initié une pétition pour que le livre soit réédité. Parce qu'il avait disparu des radars. Et on avait posé la question aux éditions de Noël en leur disant, si Simone de Beauvoir, le deuxième sexe... C'est impensable, et même au Sénégal aujourd'hui. Tu vas dans une librairie ou 80, tu le trouves partout. Pourquoi est-ce qu'à Awacham, ils n'ont jamais répondu? Et c'est pourquoi j'ai été très contente qu'une maison d'édition sénégalaise, tu te rends compte du symbole en fait, que lorsque Souleymane m'a dit, mais c'est important que ça parte du Sénégal, qu'on sache aussi que c'est d'ici que tout est parti pour conquérir le monde, et pas que ça vienne d'une maison d'édition française vers le Sénégal, pour que les gens comprennent que les jeunes femmes, comme les jeunes hommes, que le féminisme africain part du Sénégal, et c'est du Sénégal que l'on parle. On parle beaucoup de marge et de centre, mais moi j'ai envie que ce soit le Sénégal le centre en fait. Justement, tu parlais de Chimamanda que j'adore. Moi aussi que j'adore. Je suis fan. Elle va sortir un nouveau roman là, bientôt. Oui, un nouveau roman. Half of the Yellow Sun. Je l'adore. Americana. C'est mon coup de cœur. Qui par Lupita oui. après, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est mon coup de cœur. Pour moi, Chimamanda est là. Elle a été rendue célèbre grâce à Beyoncé qui a toujours dit qu'elle était féministe. Mais pour man, descendre le féminisme, encore, c'était bon. Mais quand tu entends Chimamanda et que les enfants te regardent, disent, comme Chimamanda, Madame Kiko, qui est-ce que tu pourrais leur donner, par exemple, dans ton top 5 des écrivaines africaines? Tu mettrais qui? Tu conseillerais aux petites de lire qui? Alors, pour parler de Chimamanda, que j'adore, j'ai découvert avec son travail de romancière, mais lorsque j'ai découvert, vous avez dit, nous devrions tous être féministes. Et j'ai dit, mais on dirait que c'est du Sénégal qu'elle parle, lorsqu'elle parlait du Nigeria. Donc, mon top 1, je mettrais Chimamanda. Parce que tu vois, c'est important d'avoir des modèles. Et surtout des modèles qui nous ressemblent. On n'est pas très loin générationnellement, donc c'est important de dire qu'elle est jeune, qu'elle est belle. On peut être féministe en étant belle. Très féminine. Et elle parle de happy feminism. On peut être féministe en étant portant tout ce qu'il y a de féminin. Et c'est ça qui est donc, bien. elle, Chimamanda, je la mettrais en top 1. Et ensuite, je mettrais Awacham. Ouais, je mettrais Awacham. En première position, je mettrais Awacham. Mais je pense même que toi, tu mettrais Awacham et Chimamanda ex aequo. Je les mettrais ex aequo. Et puis Mariam Abba aussi. Oui. Parce que je ne sais pas si je peux considérer Mariam Abba comme étant féministe, mais je pense qu'Une si longue lettre est un roman sociétal, tu vois, surtout dans un contexte post-indépendance où les femmes n'avaient pas droit au chapitre. C'est la première qui parle de la condition des femmes sénégalaises, surtout avec la polygamie. J'aime beaucoup la correspondance en Ramatoulaye. C'est tout ça, pour moi, ça vaut son pesant d'or. Ensuite, Aminata Sow Fall, tu vois, surtout avec son roman La Grève des Battus, que j'aime beaucoup, que je relis tout le temps, et que je me dis que ça, c'est, elle parle pour les couches défavorisées, que les replacer dans le contexte sociopolitique historique. Donc, ces trois-là. Et ensuite, tu m'as parlé d'écrivaine, mais moi, j'ai envie de parler d'un écrivain, Samuel Ousmane. Tu vois, Samuel Ousmane, pour moi, qui était un allié des femmes, un allié des causes féminines, et même féministe, j'ai envie de dire. Que ce soit Hala, que ce soit Amanda Bi, Fatou Kiné, une femme, on dit de mœurs légères, entre guillemets, mais qui a sa liberté d'émancipation, sa liberté d'être un être humain. Donc moi, je pense que ces 4 auteurs, autrices, là, Oui, dans Samuel Ousmane, c'est vrai que ce soit livre comme film, je pense que c'est Ben, Et il sait filmer la femme sans trop, pas par le regard d'un homme. Tu vois ce que je veux? Et son film La Noire 2, pour moi, qui est vraiment un classique indémodable. J'ai aimé. J'ai adoré. Et qu'on peut retrouver sur YouTube d'ailleurs. Les amis, vous pouvez retrouver sur YouTube. Des Fatou, tu vois, le livre, tu as parlé de polygamie. Je pense que c'est soit Yacine ou Medina, je ne sais plus. Ou qui y avait cette histoire. Parce que le livre, en fait, je vous explique, Awacham, elle a pris le témoignage de plusieurs inconnus.
Des femmes même qui n'ont pas de nom, qui racontent leurs conditions de femmes mariées, de maman, on a toujours ce papa qui te force à te marier, on a toujours cet homme qui te dit non, tu peux rien faire. Et on a encore cet homme qui t'humilie en ramenant une femme. Et on découvre qu'elle n'est même pas sa femme, qu'il a ramené une femme comme ça. J'ai pris une deuxième femme, fais de la place, toi et les enfants, elle est là. Elle entendait les ébats du monsieur. Et que tu es obligée de supporter ça. En fait, je ne sais pas pourquoi ça m'a anéanti pour elle. Quand Awa Thiam recueillait ces témoignages, à l'époque, quand c'est sorti, tu penses que certaines femmes se sont réveillées? Moi, je pense que ce qui est extraordinaire, c'est que ces femmes ne se rendent pas compte de la gravité de ce qu'elles nous racontaient. Et je pense que c'est important de savoir, loin de la littérature colonialiste, parce que tu vois un peu les cartes postales qu'on voit des fois, lorsqu'on voit des femmes nues. Je me dis, est-ce que ces femmes étaient consentantes ou qu'on les a photographiées contre leur gré? Mais là, c'est une Africaine qui parle à des Africaines. Donc ces femmes, elles, comme on dit, ça sort comme ça sort. Elles ont raconté leur vécu. C'est nous qui lisons qui sommes choqués. En disant, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Est-ce qu'elle se rend compte de la gravité? Donc je pense que pour le contexte, pour l'époque déjà, c'était très grave. Mais là, 46 ans après, c'est encore plus grave. Tu parles de polygamie, mais je pense qu'on a un rapport avec la polygamie qui n'est pas très sain. Je suis d'accord. Comment est-ce qu'une femme peut être mariée 20, 30 ans avec un homme et qu'on va te ramener une petite sœur? Moi, ça me met hors de moi. Pour qu'après, tu sois obligé de supporter ça. Attention, des fois, dans notre société, gars, dañu ne yow da nga iñaan wala dañu bokk wërsëg ban wërsëg la ñuy bokk góor kenn du ko bokk et qu'après vous allez voir c'est un ménage à 3 ou à 4 ou à 5 et que vous êtes obligé de supporter. Et je me dis c'est l'homme qui gagne à tous les coups. Les hommes ne sont jamais autant conscients de leurs conditions de musulmans que lorsqu'ils doivent expliquer la polygamie. Oui, yàlla moo ko wax, etc. Man ko si vous lisez le verset, allez jusqu'au bout. Si vous mettez ces femmes à égalité. Donc, inconsciemment, indirectement, la religion l'interdit. Comment tu peux aimer 3 personnes de la même façon? C'est pas impossible, on est d'accord. Ah non, j'étais tellement à fond dans ce que tu disais que c'est vrai. Et justement, moi, tu vois, là, en ce moment, pour revenir au Sénégal, j'aimerais avoir ton avis personnel. Je trouve que... Sur quoi? Non, je trouve que l'homme sénégalais est capable du pire comme du meilleur. Je trouve qu'on a cette facilité à lever la main. Par exemple, tu parlais de violences sexuelles. Il y a les violences verbales aussi qui tuent les femmes, qui tuent nos mamans. Parce que moi, j'en ai vu des tantes qui n'ont pas subi de violences physiques, mais verbales, qui les ont tuées à petit feu. Mais on a ce truc de la femme sénégalaise, et peut-être même africaine, reste dans ton mariage, souffre, supporte, parce que c'est ça qui donne ta valeur. Il n'y a qu'en Afrique où une femme elle a de la valeur à la mesure de sa souffrance. Donc quand tu es sur le terrain, quels sont tes combats, quelles sont tes priorités pour que la femme elle comprenne qu'elle vaut beaucoup plus qu'un homme? C'est-à-dire quand je dis qu'elle vaut beaucoup plus qu'un homme, c'est sa vie ne se finit pas au mariage. Sa vie ne se finit pas à être mère. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui ne peuvent pas. Il y en a qui ont attendu toute leur vie pour être mariés, mais il y a le décider autrement. Comment tu arrives à atteindre cette partie de la population qui est souvent oubliée? Moi, je pense que l'institution du mariage est tellement sacralisée dans nos sociétés qu'aujourd'hui disent que je ne veux pas me marier ou que je ne veux pas d'enfant, ce serait un scandale. Alors que des fois, mais ce n'est pas le destin de toutes les femmes. Et pour revenir aux souffrances, je pense que nous, les femmes, je me mets dedans, hein, parce que des fois, on a aussi des biais. Les femmes, on maîtrise tous les mécanismes de la souffrance. Et surtout, moi, je pense que la parole qui se libère, en fait, parce que les hommes gagnent à ce qu'on se taise. Ouais. Les hommes gagnent à ce qu'on ne dise rien. Et pour moi, tu as parlé d'un volet de la violence qu'on oublie souvent. Oui. C'est pas seulement une gifle ou des coups de pied, c'est la violence verbale, psychologique aussi. Parce que c'est le point de départ. Oui. On peut mal te parler, on peut te rabaisser durant des années, on peut éteindre ta lumière. Oui. Moi, je pense que c'est de là que tout part. Et une fois que ce travail est fait, c'est là que les coups commencent. Parce qu'avec la triste actualité qui a eu lieu il y a quelques jours avec Dieynaba, qui a été frappée par son mari, mais on se dit, oui, j'entendais, oui, c'était moi, je serais partie. Mais est-ce que vous savez d'où est-ce que c'est parti? Et surtout tout le système en fait qui protège cet homme-là. Tu vas aller porter plainte, on dira oui mais si ton mari ne l'emmène pas au tribunal, c'est le père de tes enfants. Donc tout ça fait que les femmes restent au prix de leur vie. Tu sais, tu parlais de ça, l'actualité de Dieynaba qui a été battue par son mari qui se retrouve en prison. Quand tu as dit quelque chose d'essentiel qui revient souvent dans mes conversations avec des femmes. Et
un homme qui éteint ta lumière. J'ai eu cette conversation avec un homme aussi qui ne comprend pas comment un homme peut éteindre la lumière d'une femme. Il y a l'emprise psychologique, il y a la pression sociale, les hommes vont te dire, nous aussi on souffre, on doit assurer la dépense, on doit prendre d'autres femmes, on doit procréer. Oui, vous avez votre souffrance, mais sans comparer, qu'est-ce que votre souffrance si la femme ne peut même pas exprimer un tiers de ce qu'elle vit? Ou sinon, ils vont te dire, pas tous les hommes. Nous tous, nous ne sommes pas comme ça. Les hommes aussi sont battus. Je vais parler pour les hommes. Mais pourquoi ils se sont... Les femmes ne peuvent pas porter tous les combats du monde. Nous parlons pour les femmes. Mais moi j'ai remarqué quelque chose. Goï, par exemple, quand tu leur dis je veux défendre la femme, automatiquement pour eux... Ils se sentent menacés par ça. Parce que c'est leur ego qui ne supporte pas ça, que les femmes prennent la lumière, que les femmes soient au devant de la scène. Il faut aussi qu'ils montrent qu'ils sont là. Ils sont des combats. Moi je dis, ils prennent déjà trop de place. Il faudrait que nous aussi, nous prenions la place. Si les hommes souffrent, si les hommes subissent des oppressions, mais que les hommes parlent pour eux, il n'y a pas de problème. Ils ont toujours besoin de ramener le curseur vers eux. Donc aujourd'hui, pour une dame qui nous regarde et qui élève par exemple des garçons, qui va sûrement pas être d'accord avec toi parce qu'elle va se dire... Oui, on a le droit de ne pas être d'accord. Ouais, il y a une façon d'élever les hommes. Voilà. Qu'est-ce que tu donnerais à une femme qui élève une jeune maman qui élève son fils dans les temps actuels? Qu'est-ce que tu lui donnerais, par exemple, comme conseil? Parce que moi, par exemple, j'ai un fils. Mais j'essaierai de faire ça. Kim to like je ferai le tout pour qu'il comprenne valeur ou diguer. Bah oui. Comme mu xam loolu, comme mu yërëm jigéen. Et c'est pas des paroles en l'air. Parce qu'on entend souvent des ça, il faut yërëm jigéen. Mais yërëm jigéen, action là. Bah oui. Qu'est-ce que tu dirais à la maman qui éduque un enfant, un fils? Moi, je dirais qu'il faut... Tout part de l'éducation. Et c'est important que tu soulèves ce sujet-là. Parce que tu vois, dans les maisons, quand je fais une observation, que ce soit avec nos frères et tout, on nous élève, nous, en étant les futures maîtresses de maison. Ouais. Apprendre à cuisiner, tenir une maison. Alors que nous, dañuy football, et puis ils sont affalés à attendre que le repas soit prêt. Donc, tu vois, toutes ces composantes-là, on doit éduquer les garçons comme les filles. Et qu'ils comprennent, et que les filles aussi comprennent, que les mamans comprennent, que les papas comprennent, que ce n'est pas parce qu'elles sont des filles qu'elles doivent être tenues comme ça. Et après, on va leur dire, oui, mais soyez modernes, mais pas trop, ce que Mamanda disait. Oui. Soyez modernes, mais pas trop. Oui. Fermez les jambes, parlez doucement, qu'on ne vous entende pas. Donc, il faut que les filles, que les parents aussi comprennent qu'avoir des enfants filles, il faut aussi les éduquer dans l'optique qu'elles ont un cerveau d'autant de capacités que les garçons. Elles ne sont pas défavorisées. J'aime trop ta façon de penser parce que, tu vois, j'ai regardé quelques de tes interviews et tu parlais de ton papa. Et tu expliquais comment ton papa a participé aussi à la femme que tu étais aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Pourquoi la place du papa dans la famille est, quoi qu'on dise, très importante? Très. Moi, je dis souvent que le père fait la fille. Parce que si je n'avais pas eu le père que j'avais eu, je ne serais pas là. Si j'avais été éduquée de façon traditionnelle, Halpula, parce que je suis dans Halpula, je serais mariée au fin fond du Fouta en ce moment-là. Mais mon père a tenu en disant que ma fille a un cerveau, des capacités comme les garçons. Moi, je suis fière de dire que c'est quand je suis arrivée en France que j'ai appris à cuisiner. Ici, je ne savais rien faire. Les vacances, c'était pour aller acheter des livres, aller en vacances, faire ma vie. Ma mère a essayé de résister au début, mais après, elle s'est rangée, elle a compris. Elle a compris, ouais. Mais à l'inverse de mes copines qui, voilà, elles, les vacances, je dis, mais faites quoi là? On sort, on va faire notre vie. Mais voilà, mon père me dit, j'ai une future intellectuelle. Oui. Et c'est pourquoi, quand j'ai grandi, je me dis, voilà ce que je voulais. Qu'elle écrive des livres, qu'elle fasse une vie. Donc ça, c'est important. Il faut, les parents et les pères plus particulièrement, vu que c'est le premier référent masculin d'une fille, voilà. Donc s'il est un allié qui lui permet de s'exprimer, elle grandira avec toute la confiance. Parce que je pense que les enfants doivent être mis en confiance. Ils doivent comprendre qu'ils peuvent se plaindre, qu'ils doivent dénoncer des injustices. Mais si les pères... À l'inverse, les briment. Donc après, je me dis qu'elles vont reproduire les mêmes mécanismes plus grands après. Mais tu as tout à fait raison. Et je vous conseille fortement... Des fois, tu interviews Bidiana. Moi, je serais... Déjà. Elle est en train de me dire... Mais ce livre, réédité par Saraba, déjà, rien que la couverture, c'est une œuvre d'art. Regardez-moi ça, les regards, le temps, les émotions.
C'est magnifique. Et la préface a été faite par mon invité du jour, Ndeye Fatou Kane. Allez lire ce livre, prenez votre temps, retrouvez-vous dans votre chambre, lire donnez-le à vos enfants, les élèves à l'école aussi. Le féminisme, c'est pas dangereux. C'est ce qui est extrême qui est dangereux. Mais le féminisme dont Ndeye Fatou parle, dont Awa Thiam parle, dont Mariam Abba parle, ça nous parle. Et moi, ça, c'est de la nourriture pour le cerveau et pour nos attitudes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçue. Je suis très heureuse qu'on ait pu avoir cette conversation. J'ai envie de dire aussi que le féminisme ne tue personne, alors que le machisme tue tous les jours. Oui. Merci beaucoup. Et je vous conseille de le lire. Prenez votre temps, vous allez voir, ça va changer vos opinions. Merci à toi, Ndeye Fatou. Vous la suivez, elle a d'autres ouvrages aussi qui sont sortis. Allez les lire, elle est totalement différente. C'est ce que j'appelle de l'air frais dans ce mouvement de femmes. Elle est de l'air frais, Ndeye Fatou Kane. Allez-y. Voilà, c'était Minou. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous avez des questions pour Ndeye Fatou, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Rendez-vous au prochain épisode. Bisous les loulous. Bonjour, c'est Ndeye Fatou Kane, autrice et militante féministe sénégalaise. Je vous encourage à toutes et tous suivre Nino On Air sur toutes ces plateformes. Donc voilà, merci beaucoup.